Donc on est très content de recevoir Julien Campredon ici présent pour le rôle de libraire d'un soir. Bonsoir. Et ben voilà, on va passer tout de suite à ta sélection. Et puis nous, tout à la fin, on fera une petite lecture pour redécouvrir ensemble Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes. Parce que ça se lit bien. Bon, alors, bonsoir. Je vais déjà vous expliquer pourquoi ces livres. Alors, au début, cette liste-là n'est pas la liste initiale, parce que j'avais fait des choix qui ont déjà été défendus ici, soit directement par les libraires, donc c'était pas la peine que je vous représente des textes déjà présentés, et soit aussi, puisque curieusement je ne suis pas le premier à faire le libraire d'un soir, donc du coup d'autres m'ont grillé la priorité et ont parlé d'autres livres. Alors du coup, j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver un angle d'attaque plutôt que juste un choix de livres, soit à coup de cœur, ou de parler de mes livres d'adolescence ou quoi. Je me suis dit que... Alors oui, parce que j'avais parlé entre autres du Nazi et du Barbier et de Hennick Marcher, publié chez Attila et chez Toussaint Louverture. Et aussi de la Légion des damnés de Sven Hassel. Alors l'idée, c'est que la présentation de ce soir, c'est plus autour de... En fait, c'est autour de ce que j'appelle l'aventure littéraire. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, moi, dans l'écriture, c'est l'idée qu'il me semblait que c'était un peu la seule terre d'aventure, ou le seul espace d'aventure qui restait. Quand j'étais jeune, j'étais passionné par exemple les aventures de rockers comme les Clash et tout, je trouvais ça super. Sauf que j'avais l'impression que c'était un peu cuit, quoi, et que tout était un peu cuit. Et quand je me suis lancé en littérature, j'ai vraiment eu l'impression qu'on pouvait revivre ces espèces d'aventures. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Dominique Borde, quand il avait monté la revue Monsieur Toussaint Louverture, je me suis engagé à ses côtés au départ, justement. On a vraiment à un moment fait vraiment la paire, et je le poussais dans cette direction d'aventure. Et c'est ce qui me plaisait dans l'aventure éditoriale, c'était justement le mot aventure. Et donc ces livres me sont arrivés comme ça. Et c'est pour ça que je vais vous les présenter. Parce que sinon, je pense que les vrais libraires sont plus à même de vous présenter les meilleurs livres du monde que moi-même. Mais ces livres sont très bien. Voilà. Donc je vais commencer par celui-ci, parce que c'est peut-être mon lien le plus ancien. Enfin, j'ai commencé à écrire en revue avec des amis, mais ma vraie première publication importante pour moi, c'est dans la revue Brève, qui est une revue qui est publiée par l'Atelier du Guet, qui est une maison d'édition qui est basée dans l'Aude, et ce sont des gens qui vraiment sont représentatifs des années 70, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des maisons d'édition à Paris, et ils sont descendus se terrer au fin fond de l'Aude pour faire leur maison d'édition. Et donc, dans Brève, qui est une revue de nouvelles, aujourd'hui on en est au numéro 102, ils m'ont publié, je crois que c'était le 72, l'idée c'est justement de présenter tout le panorama de la nouvelle française. Donc j'ai pu rentrer dedans, et je publie mon livre, ma nouvelle, et là je reçois un mail 2 mois après d'un type qui dit j'ai adoré ce que vous faites. Alors quand vous publiez votre première nouvelle, c'est vraiment... Et donc j'ai échangé avec cette personne qui s'appelle Yann Garvoz, et il se trouve que 6 ans après ou 7 ans après, il a sorti ce livre. Donc c'est vraiment très étonnant parce que je l'avais pas du tout connu. Moi je savais pas qu'il écrivait, on avait échangé comme ça. Donc du coup forcément je lui ai acheté son livre. Enfin on a fait un échange de livres, là, c'est ça. Et ce matin je sortais un autre livre que j'avais pris pour me le remettre en tête, et la pochette dans laquelle j'avais mis le livre, c'était celui dans lequel il me l'a envoyé. Donc comme ça je suis poursuivi par Yann Garvoz, qui a écrit donc ce livre qui s'appelle Plantation Massa Lameau, et qui est très étonnant parce que c'est un premier livre. Et honnêtement, il est techniquement, à mon sens, irréprochable. C'est un livre très très bien écrit. Mais vraiment très très bien écrit. Alors qui tient un peu du pastiche dans le sens où il a vraiment voulu imiter les auteurs
les auteurs classiques et voilà, enfin, et surtout le Marquis de Sade. Alors je suis pas le plus à même, je reprends un peu le propos du livre dans la mesure où j'ai pas lu les œuvres complètes de Sade, donc je peux pas le certifier, mais c'est vrai que c'est très branché cul. Les amateurs apprécieront. Et donc c'est un point de vue, c'est l'idée de quelque part, c'est la critique de l'esclavage par la sexualité. Et c'est franchement bien fait. Alors il y a la reconstitution historique, mais c'est surtout cette idée de théâtre. C'est une pièce qui se joue vraiment dans un milieu complètement fermé, qui est la plantation, où on sent, alors déjà, il y a le jeune maître qui au début est choqué parce qu'il revient d'Europe, qui a du mal avec cette plantation, puis qui devient quand même le maître. Donc il y a tout ce basculement qui s'opère. Il y a les tensions entre les esclaves, il y a des choses bizarres qui se passent, et puis il y a la révolte qui prend. Et voilà, et c'est super bien écrit, donc voilà. Et ce livre-là, bon, on en a parlé. Là, je sais qu'il a été primé au Canada il y a pas très longtemps. On peut voir une vidéo sur internet où il lit un extrait. Et donc on en a un peu parlé, mais pas à fond. Je pense que vous en aviez pas entendu parler. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce livre ce soir. Donc ça c'est le premier point. Je pense que je vais d'abord parler de tous les livres et peut-être revenir après, enfin je sais pas en fonction du temps, parce que je sais pas du tout comment ça marche. Donc le livre que j'ai pris dans l'emballage de Massa Lamo, lui c'est Amour d'occasion, qui est un recueil de nouvelles d'Enrique Cerna. Alors là je reviens à l'Atelier du Guet parce que c'est le livre que je préfère publié par l'Atelier du Guet, et je pense que si j'ai un recueil de nouvelles à conseiller, c'est celui-là. Donc j'ai un rapport particulier à ce livre parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai cherché des petits boulots et entre autres j'ai vendu énormément de livres sur des stands de l'Atelier du Guet, et particulièrement celui-là que je recommandais à tout le monde. Alors bon, comment parler d'un recueil de nouvelles, c'est impossible. C'est difficile, on peut dire j'aime pas, croyez-moi, mais donc j'ai pris une nouvelle que je trouve super dans ce recueil, qui s'appelle Borges et l'ultraïsme. Et alors c'est une nouvelle qui part mal dans le sens où c'est une nouvelle érudite de prof d'université. Donc tout ce qui semble ne pas être littéraire et rock'n'roll. C'est l'histoire d'un jeune prof qui est dans une, je crois, si j'ai bien compris, c'est une université américaine, et et cette université reçoit une espèce de star d'Amérique latine, vraiment une star internationale, et la star snob le narrateur dès le début. Donc du coup le type le déteste et pour se venger décide de coucher avec sa femme. Et femme qui trouve laide par ailleurs, mais il s'efforce quand même et il y arrive. Et en même temps, il y a toute cette rivalité avec l'autre, mais qui lui répond pas. Mais lui, il le déteste. On sent la détestation qui monte, vraiment les enjeux de carrière. Et puis celui qui est connu, c'est un écrivain, donc en gros, il le méprise parce que c'est un universitaire, parce qu'il pense que quelque part, il cherche des poils sur des œufs et que ça sert vraiment à rien ce qu'il fait. Et donc, il y a cette colère qui monte et tout le jeu de séduction, puis qui le dépasse parce qu'au début, la femme le rejette, puis finalement, elle est à fond et c'est elle qui vient vers lui. Et le retournement, c'est qu'en fait, en une phrase, en fait pas en une phrase, mais quasiment en une phrase, je vous grille la nouvelle, mais ça vous donnera envie de lire les autres. Alors, à la fin, en fait, pour justement que ça pète, il fait tout pour être découvert par le mari trompé. Alors, voilà, là où je saccage la nouvelle pour vous. Mais mes plans furent déjoués. Mercedes ne fut pas découverte. Elle était seulement furieuse de mon retard. Florencio ne prit même pas la peine de la surveiller. Le jour où il lut le billet anonyme, parce qu'il a écrit, c'est moi, en gros, c'est moi qui baisse ta femme, un truc comme ça. Donc, le jour où il lut le billet anonyme, il se rendit à Paris, où il se consacra à rédiger la narration que tu es en train de lire, comme si les mots sortaient de ta bouche. On la croirait écrite de ta main, n'est-ce pas? On dirait un autoportrait, pas vrai? Tu ne te reconnais pas en lui? Aurais-je embelli tes traits? Mille excuses. Je ne domine pas très bien le genre grand-guignolesque. J'espère que tu seras délivré de Mercedes quand tu liras ce récit. Merci de m'en avoir débarrassé. Je ne la supportais plus depuis qu'elle s'était entichée d'art, etc., etc.
Donc voilà. Toutes les nouvelles sont différentes, c'est vraiment super. Et je pense que avec Cernan, on est un peu dans des processus inverses. C'est que lui, il revendique justement le fait de sortir du réalisme magique américain et d'être d'Amérique du Sud et d'être au fond un romancier américain classique. Sauf qu'à mon avis, ça lui colle au basque, donc il essaie de s'en sortir, mais il y a quand même des traces. Ou moi, en sens inverse, je tends peut-être vers ce réalisme magique, mais j'ai un espèce de pragmatisme qui me colle là au basque, donc du coup, on se croise et je me reconnais pas mal dans ce qu'il fait. Voilà, et c'est vraiment des nouvelles qui sont denses, qui sont longues, c'est pas des petits textes courts, c'est pas des blagues, et c'est vraiment des personnages bien dessinés. Enfin voilà, je vous recommande ça. Voilà. Alors, sinon, vous pouvez aussi le découvrir dans le numéro sur le Mexique de Brève, puisqu'ils font des nouvelles à Thème, des vues à Thème. Alors, ensuite, quand Brûlons tous ces punks est sorti, j'ai eu un super article rédigé par le libraire, le chef du rayon littérature chez Mola à Bordeaux. Mais vraiment un article super. Alors, quand je me suis rendu au salon du livre, j'étais quand même, je suis allé lui serrer la louche et je lui ai dit merci et tout machin. Bon, puis bon, il est assez particulier. Bon, pour garder de la contenance, je me suis dit je vais lui acheter un livre. Et du coup, j'ai acheté ce livre un peu au pif. Et en fait, j'ai relu d'autres textes de Jean-Marc Aubert. C'est très agréable à lire. C'est quelqu'un qui écrit très bien. Et alors, j'étais tenté déjà par le livre. Hein. J'aime bien le format de l'Arbre Vengeur. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est bien ce qu'ils font. Et donc, Jean-Marc Aubert travaille autour de l'obsession. Donc, à chaque fois, c'est des mecs très méticuleux, obsédés. Il y en a un qui s'appelle Aménagement d'un jardin intérieur en Bourgogne, je crois, ou un truc comme ça, qui est pareil chez le même éditeur, qui est pareil, voilà, qui est là. Voilà. Et alors, il y a un texte aussi qui est de lui, qui est publié dans l'anthologie Perdu Trouvé de chez Toussaint Louverture, qui est le premier livre de la... Non, pas le premier livre de la maison d'édition, enfin un des premiers livres de la maison d'édition, auquel avait collaboré Benoît Viron. Donc, l'argumentation de l'Inès Fellow, c'est, alors au-delà d'un retournement à la fin, que je ne vous dirai pas cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas d'autres textes pour se rattraper, c'est un médecin qui est à Bridwich, qui est une petite station balnéaire en Angleterre. Donc c'est vraiment une tonalité très britannique, qui raconte, qui décrit un peu un de ses patients, qui est justement quelqu'un de très méticuleux, de très rythmé dans sa vie, de très braqué, et qui est Cujat. Et il va l'inciter à participer au marathon de Bridwich. Et donc un marathon qui se fait en 8 heures se fera en 2 mois. Voilà. Et c'est assez rigolo. Ensuite, bon, celui-là, c'est bon, déjà traduit de l'anglais par Jeanne Toulouse. Je ne pouvais pas éviter ça. Donc c'est Yeg. C'est pas le vrai titre parce que c'est quand même en anglais, mais le vrai titre c'est You Can't Win. C'est un roman américain. C'est la fin du Far West. C'est vraiment la jonction entre la guerre de sécession et la récession. Et c'est a priori une autobiographie d'un perceur de coffres, donc qui raconte. Alors apparemment, ça a influencé la Beat Generation, etc. Mais comme moi, je suis pas du tout influencé par la Beat Generation et que je m'en fous, c'est pas ça qui m'a intéressé. Mais c'est vraiment un roman d'aventure avec un type qui commence par un enfant qui aurait pu bien tourner, puis un orphelin, enfin qui perd sa mère à l'âge de 10 ans, qui est élevé par son père, qui a l'air d'être un brave homme, un peu débordé. Donc il le laisse aller, qu'il envoie chez les sœurs. Il a une éducation correcte, il aime lire. Et puis il va vouloir prendre son autonomie trop tôt. Et puis il va pas forcément faire les bonnes rencontres. Enfin, il rencontre pas des gens méchants, ça le problème. Il rencontre que des gens plutôt sympas, mais qui l'entraînent
plutôt ouais, dans le crime et le délit, donc il va passer pas mal de temps en prison, enfin voilà, mais c'est vraiment c'est un peu la version Huckleberry Finn, tout ça, mais en plus réaliste, mais c'est vraiment cette histoire des vagabonds qui prennent le train, qui volent, qui machin, etc. C'est vraiment sympa. Et en plus, ces gens-là, habitent à 8 km de chez moi. Donc, non mais c'est les fondeurs de briques qui font des livres assez sympas aussi. Et pour tous ceux qui aiment les romans, la littérature américaine et surtout ce côté grands espaces, voyages, trains, machin. Il n'y a pas d'Indiens, mais sinon c'est bien. Voilà. Et pareil, donc c'est ces rencontres-là, c'est que quand je disais Toulouse, c'est justement en Midi-Pyrénées, il y a eu un pool d'éditeurs qui s'est constitué. Bon, Toussaint Louverture en est sorti il y a pas très longtemps, là c'est en train de s'installer à Bordeaux, mais avec les éditions Anacarsis, avec les fondeurs de briques, avec Passage du Nord-Ouest, avec l'atelier du Guet, enfin voilà, donc c'est des gens qu'on croise et c'est pour ça que ce livre-là, je l'ai eu entre les mains. Si ces gens-là n'habitaient pas à 7 km de chez moi et que je les connaissais pas des salons, je n'aurais jamais lu Yeg. Ensuite, voilà, ça c'est hommage au libraire. Faut se faire bien voir. Donc ça, c'est un livre de libraire. C'est Grégoire Courtois qui tient la librairie Oblique à Auxerre, qui a écrit ce livre. Ce n'est pas son premier livre et qui est déjà un projet. Enfin, pour moi, il a tenté un pari qu'il a réussi et qui est compliqué à tenir. Ce qu'il a voulu faire un livre d'anticipation sur le bureau. C'est-à-dire que le monde du futur, c'est le monde du bureau. Au lieu de voir un monde rasé avec que des mecs sur des espèces de bécanes pourries qui se tirent dessus avec des fusils à pompe, c'est des gens qui se tirent aux fusils à pompe dessus, mais qui vivent dans des bureaux. Ce ne sont plus des êtres humains, mais des travaillants, et qui travaillent pour exister, et si jamais, et qui peuvent être virés à tout moment, donc passer la porte des RH et se retrouver dans la rue, dans le monde des chats, pour résumer. Et c'est déjà très bien écrit. Celui-là, il s'appelle Les Travaillants. Et l'éditeur ? Alors l'éditeur, c'est Presque Lune. Donc autant dire que si j'avais pas rencontré Grégoire Courtois, je n'aurais jamais su que ce livre existait. Non, parce que c'est pas très diffusé, c'est pas méchant. Hein, c'est que moi je connaissais pas du tout cet éditeur. Que je pense que moi j'ai jamais vu de livre de cet éditeur, en tout cas dans les librairies que je fréquente dans le Sud-Ouest, je savais pas que ça existait. Mais ceci dit, le livre est bien fait, je trouve, c'est sympa. Donc j'ai rien à chouette éditeur quoi. Ce qu'il fait, en tout cas le livre est bien. Et donc le truc c'est que c'est quand même compliqué de tenir 220 pages. 240 pages sur des travaillants, quoi. Et donc, il réussit à tenir ça en expliquant, alors il reconstitue les corporations, s'appelle des guildes, etc. Mais ça, franchement, ça tient la route. Et c'est prenant, et c'est bien écrit, et voilà. Donc, pour les gens que ça intéresse, ou qui n'aiment pas le bureau, des travaillants, de Grégoire Courtois. Et le dernier, si je n'ai pas oublié, voilà. Alors, le dernier, c'est en prenant des galons, en devenant maintenant au moins au niveau de caporal chef, j'ai pu l'année dernière j'ai été contacté pour faire un atelier d'écriture avec des lycéens. C'était un gros projet, hein, c'était 30 heures. Et l'idée, c'est de mettre en relation un auteur donc de Midi-Pyrénées et un auteur européen, de faire un binôme et de faire écrire une nouvelle à une classe de seconde. Donc, moi, j'ai été mis en contact avec Antonio Altariba. Et Antonio Altariba, donc, est un scénariste, écrivain, qui a une particularité, c'est qu'il a fait une thèse sur la bande dessinée en France. À l'époque, en Espagne. Qui était un pari complètement débile dans les années 70, il fallait être complètement inconscient pour faire ça, sauf qu'aujourd'hui c'est plutôt bien vu. Et il est il était prof, si je ne dis pas de bêtises, de philologie française à l'université de Vitoria, au Pays Basque espagnol.
Et donc Antonio Altariba a écrit ce scénario qui a été illustré par Kim, qui est un illustrateur très connu en Espagne, un peu l'équivalent de Cabu, je pense, si on doit comparer, qui fait des vignettes. Les bofs de Cabu, là-bas, c'est, je crois que c'est Martinez ou Fernandez ou je sais pas quoi, Alfacha. Et c'est donc, il se moque de la caricature du mec du PP en Espagne, Parti Popular. Et donc, ce livre-là, Antonio Altariba prend la place de son père. En fait, il explique au départ que, comme il est l'émanation de son père, en fait, il va se substituer à lui pour écrire ce récit à la première personne. Et ça part du moment où son père se suicide en sautant du 4e étage de la maison de retraite. Et en gros, c'est le seul moment où, en tout cas, son fils, qui est Antonio Altariba, imagine qu'il a pu voler, parce qu'il explique comment cet homme a voulu s'élever en sortant de son milieu agricole, très dur, aragonais, juste avant la guerre d'Espagne, puis s'est retrouvé du côté républicain, a connu l'exil, la résistance en France, et puis, grâce à des soutiens familiaux, a pu revenir en Espagne, et du coup a dû renoncer à tout. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui a eu des aspirations et qui a vécu une vie de renoncement. C'est ça, l'art de voler. Et donc, c'est un livre très touchant, voilà, forcément. Et puis, c'est vraiment bien, c'est bien pensé, c'est bien fait, c'est bien illustré, c'est très chouette. Et puis voilà. Mais ça, ça a vraiment fait un carton. Il est publié dans plein de langues. Je sais que récemment, les anglo-saxons ont acheté les droits, mais c'est publié en France, je pense en Italie. Bien sûr, c'est sorti initialement en Espagne. Enfin, voilà. Donc, c'est super. Et ce que je disais, c'est que lui, quand il vient à Paris, c'est assez facile de le récupérer. Donc, si vous voulez faire une lecture, une dédicace, à mon avis, c'est possible. Sur le même bouquin, oui. Je l'ai acheté il y a 6 mois à peu près. Ouais. 6-8 mois. Je l'ai lu 3 fois. J'ai toujours pas aussi passionné. Ah oui, non, mais justement, on voit le côté scénariste. C'est que c'est quand même super bien découpé, bien pensé, etc. Et en plus, les illustrations. Alors, je dis ça de ce qu'on m'a dit parce que je sais pas ce que fait Kim en vrai, mais apparemment c'est pas comme ça qu'il décide normalement. C'est vraiment, quand je dis Cabu, c'est que je pense qu'il doit faire des dessins à la Cabu et que c'est comme si c'était Cabu qui avait illustré ça, c'est-à-dire qu'on s'attend pas à ça. Le scénario est très beau. Ouais, oui. Et puis aussi, alors je sais pas comment c'est à Paris, mais à Toulouse, on a vraiment le mythe. Enfin, je dis le mythe, je marche sur des œufs parce que c'est un terrain sensible, mais quelqu'un à Toulouse qui a mon âge, qui dit qu'il est espagnol, en fait, a vraisemblablement un de ses grands-parents qui a connu la retirada. Et c'est une espèce de mythe glorieux, donc du moment qu'on a un ancêtre qui a connu la retirada, on demande la nationalité espagnole. Comme du coup, leurs ancêtres se sont battus pour défendre l'Espagne, et ben eux ils sont espagnols plus que les Espagnols, parce qu'ils appliquent vraiment la vision française de la chose. Et alors c'est marrant, c'est des gens des fois qui ont presque le discours du Parti Populaire espagnol, qui est un parti vraiment franchement de droite, et qui ont eu vraiment cette mythologie très 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 forte de la guerre d'Espagne, mais d'un côté brillant, c'est de dire ah mon grand-père il était espagnol, alors sachant que le type il pouvait parler que valencien, mais c'était un espagnol, et donc moi j'ai appris l'espagnol parce que mon grand-père était espagnol, et pour eux c'est une valeur absolue d'être républicain. Or, du côté espagnol, quand on y va, c'est pas les mêmes récits. Je veux dire, c'est pas un récit de victoire. Je dis pas que les gens qui ont vécu la retirada ont pas vécu comme des chiens, que c'était très dur, qu'il y a eu les camps d'Argelès, etc. Ça, c'est une réalité. Mais ceux qui sont restés en Espagne, par contre, pour eux, ça a été la catastrophe. Ça a été pire que tout. Et ce récit-là, on l'a pas, nous, du coup, de l'autre côté des Pyrénées. On a le côté de ceux qui ont la nostalgie de l'Espagne, mais qui sont français et qui ont un discours de français par rapport à l'Espagne. Et c'est ça qui est vraiment très particulier pour moi. En tout cas, ce que j'ai découvert dans l'art de voler, c'était une version que j'avais pas. Et surtout qu'en Espagne, curieusement, c'est pas forcément évident. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'Espagnols qui étaient du côté de Franco et donc qui sont des descendants de franquistes. Alors même s'ils sont pas en train de militer tous à être franquistes, c'est pas une évidence comme en France. En France, on est un descendant de la retirada, c'est les gentils. Même si on les a pas traités comme tels quand ils sont arrivés. Et donc je sais pas si vous l'avez senti ça, mais cette version qui est vraiment différente. Enfin, on n'aurait pas eu la même BD si Altariba avait vécu en France. Enfin, je trouve. Je l'ai lu en tant que français. Donc,
Et non, mais vous avez pas entendu. Non, justement, c'est un Espagnol. Est-ce que vous avez pas senti que c'était un Espagnol qui parlait? Moi, je trouve que c'est ça qu'on trouve dans la BD. C'est que c'est le point de vue de quelqu'un qui est retourné en Espagne. Et pas si le personnage du père revient, en fait, comme je vous ai dit, revient en Espagne, si c'était arrêté après la période de résistance, on sent bien, il est dégoûté parce que l'Espagne a perdu, enfin son Espagne a perdu, parce qu'il est traité comme un chien après la résistance, etc. Il n'est pas bien considéré, c'est pas son pays. Mais il serait resté, il aurait fait souche, et puis rien. Alors que là, il y a cette aigreur vraiment, et que j'ai retrouvé aussi. Enfin, je sais pas si vous connaissez les guerriers de Salamine, on retrouve un peu on retrouve un peu cette. Ben alors. Mais moi, je l'ai lu un petit peu différemment, comme une utopie qui disparaît de manière plus générale. Pas Espagne, mais l'utopie des révolutions, l'utopie du changement du monde qui disparaît avec l'art de voler. Oui, non, l'art de voler, c'est l'utopie qui continue et c'est beau comme fin finalement. Il y a ça, mais en parlant avec Antonio, il me disait que quand même il y avait ce truc que quand lui il allait en France voir les amis de son père, il parlait beaucoup à des soirées, il y avait des mecs qui voulaient encore, qui disaient non, moi je vais aller à telle date, je vais sauter sur Franco avec une bombe et je vais le faire péter, et qui refaisaient le film, etc. Et il y a vraiment le côté que du côté espagnol, c'était terminé, la partie était pliée. Hein, alors que du côté français, on pouvait se dire éventuellement un jour on reviendra en Espagne, ou alors on devient français et l'utopie alors on peut dire que c'est un échec aujourd'hui, mais l'utopie de la République peut être adaptée en France, etc. Enfin, il y a quand même un monde qui est possible. Alors que là, vraiment, l'art de voler, c'est vache, parce que je vous avais lu la fin aussi, quand il explique pourquoi il a écrit ça. Non, alors ça, vous pouvez le lire dès le début. Il explique pourquoi il a écrit, ses intentions d'écriture. Il explique pourquoi il a voulu écrire ça, et entre autres, sur le fait que quand son père est mort, la directrice a demandé, je crois, 4 € qui manquaient voilà. Donc c'est le truc qui a vraiment réveillé sa colère et qui lui a donné envie d'écrire. C'est pas un secret, vraiment c'est. Et même vous avez la fin dès le début puisque son père meurt. Et c'est vraiment un bouquin actuel par rapport, par exemple, aux Phalanges de l'Ordre Noir, la BD des années 80. Je sais pas si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Qui lui est vraiment dans la continuation de la guerre. Ouais. Alors que là, c'est fini, l'utopie est morte, mais quand même, continuons à... De toute façon, là, j'ai l'impression que de toute façon, c'est la période aussi en Espagne qui veut ça, parce que ce qui se passe en ce moment avec la crise qui dure depuis un moment, qui est super violente, les séparatismes, c'est sûr que de toute façon, il y a une page qui est en train de vraiment se tourner en Espagne, à mon avis. Enfin, j'ai l'impression. Ah, voilà, j'oubliais. Alors, Le Sommeil du Caïman. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que, comme je vous disais, on se rencontre sur les stands, tout ça, machin, édition Anacarsis, et il y avait une stagiaire qui était à côté de nous, parce que nous on tenait les stands, tout ça, l'ouverture, donc on a sympathisé, tout ça, et puis après elle n'était pas stagiaire, je crois même elle a directement été embauchée, puis elle a bossé pour Anacarsis, et puis après elle est repartie dans son pays lointain à Paris, et elle a bossé entre autres comme attachée de presse chez Albin Michel. Et un jour, elle m'a offert ce livre en me disant que ça devrait me plaire. Et donc voilà, pareil, ce livre, je ne l'aurais jamais lu si on me l'avait pas donné. Et ça reparle de la guerre d'Espagne. Alors, c'est pas la guerre d'Espagne, c'est l'après-guerre d'Espagne. C'est justement sur la mythologie entraînée par la guerre d'Espagne. C'est sur un groupuscule. Terroriste dans les années 60, si je dis pas de bêtises, à Barcelone, alors on le comprend très vite, hein, ça a merdé, on ne sait pas exactement comment, mais il y a un truc ça a merdé, il y en a qui ont fait de la prison, etc. Et le narrateur, maintenant, il est vieux, il est au Canada, et il est à l'accueil d'un hôtel. Et un jour, il y a un type qui vient à l'hôtel, et qui est lié à cette histoire.
en gros, là, je vous ai dit toute l'intrigue. Mais il y a une technicité dans le suspens, pas suspense, mais dans le fait de suspendre l'action, de mêler les choses, de regarder le vent qui passe, le machin. Enfin, c'est peut-être un livre de vieux, je sais pas, mais c'est relaxant, c'est très posé. C'est très posé. Parce qu'au fond, il se passe peu de choses, mais c'est vraiment une introspection à la fois pour le coup, sur la vieillesse, mais aussi sur le fait justement que là, on parle d'une société, la société d'aujourd'hui, pour un mec qui est arrivé d'un monde meilleur dans les années 60. Voilà. Donc, et qui, quelque part, a complètement capitulé, qui vit au Canada. Et en gros, il décrit le Canada, alors c'est pas moi qui le dis, mais si je résume ce qu'il dit un peu comme un suppositoire, comme quelque chose de lisse, voilà. Donc, le fait d'être au Canada, c'est aussi son renoncement pour lui par rapport à l'Espagne. Et voilà, lecture très plaisante aussi. Et par contre, pour ce livre, c'est vraiment plus, je trouve, une question technique, que, comme je vous ai dit, j'aurais du mal à vous expliquer plus que ce que j'ai déjà dit pendant tenir très longtemps, pour expliquer le contenu du livre, dans la mesure où c'est quand même assez simple, c'est juste ces tensions et ces souvenirs qui reviennent. Voilà. Bon, eh bien, quelqu'un chante la pause et youpi, non?